Le déma. Bonjour à tous, c'est Odile de mitéridenpratique.com. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. On va passer un bon moment ensemble, je le sens, avec ma coéquipière Marie Printemps de mitéridenpratique.com aussi. Coucou Marie. Bonjour. Bonjour. Et puis Marie-Agnès Chauvin que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. Alors, Marie-Agnès est psychologue jungienne, hypnothérapeute. Tu as créé une méthode thérapeutique qui s'appelle Souffler vos mots et tu as écrit 3 livres parus aux éditions Le Souffle d'Or, dont un qui porte le titre de ta méthode, Soufflez vos mots, un autre qui s'intitule Dans les forges primaires de l'être, et puis un autre qui s'intitule, que je reprenne ma petite fiche, Devenez androgyne, ça ira mieux. Oui. Voilà, est-ce que tu veux te présenter avec tes propres mots peut-être? Écoute, là, tu as dit beaucoup de choses, hein. Tu as dit beaucoup de choses qui font un petit peu comprendre quels sont mes centres d'intérêt et ce qui m'anime dans la vie. Alors, je ne vais pas répéter ce que tu as dit parce que tout ce que tu as dit est juste. Je voudrais ajouter ce qui m'anime, c'est la compréhension des phénomènes relationnels, des phénomènes psychiques. Et derrière cette compréhension, d'amener aux gens des outils extrêmement simples pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, disons les choses un peu brutalement, et qu'ils aient des relations plus fluides, plus agréables et plus porteuses avec les autres. Et amener des outils simples pour que les gens soient autonomes, qu'ils puissent trouver en eux-mêmes les ressources dont ils ont besoin pour aller mieux tout seuls et aller mieux avec les autres. Voilà, grosso modo, c'est les grands principes qui m'animent. Voilà. Ok, alors parmi ces outils, tu utilises les archétypes, c'est ça? Oui, alors, euh, on va parler plutôt d'image archétypale. Alors, tu as raison de dire d'archétype. Alors, si on peut faire deux petites minutes de théorie. Là, je vais vous parler de la vision que Jung, Carl Gustav Jung, hein, qui est un psychiatre suisse, qui est mort il y a quelque temps, il est mort en 1961, mais enfin, c'est quand même pas un penseur très ancien par rapport à la psychologie. Ce Carl Gustav Jung a apporté des choses extrêmement précises et une compréhension de la psyché humaine qui est très opérationnelle pour nous aujourd'hui, les psychologues, et pour tout le monde. Alors, c'est lui le premier qui a mis en évidence, en observant ses patients, parce que c'est un psychiatre, il a mis en évidence que ces patients exprimaient des espèces de forces intérieures qui les dominaient très largement. Alors, chez les patients atteints de maladies mentales, ça dominait tellement que ça prenait toute la place. Hein. Bon. Et donc, il a été très surpris de s'apercevoir que ce qui émergeait de ces personnes-là correspondait à des espèces d'images que la culture même de ces personnes ne pouvait pas amener. Autrement dit, comme si ces gens, par exemple, mettaient en scène des images de déesses, de dieux, d'animaux, de choses qui ne correspondaient pas à leur vécu. Donc ça l'a beaucoup interpellé. Et c'est là qu'il a mis en évidence que dans notre conscient, et surtout notre inconscient, qui était déjà une notion qui commençait à poindre déjà, hein. Bon, Pierre Janet en avait parlé, Freud l'a encore plus mis en exergue, et lui, il a fait un cran supplémentaire, et il a dit, dans notre inconscient, il y a vraisemblablement, on n'est pas dans la science, hein, il y a vraisemblablement des traces d'une espèce d'énergie psychique qui aurait été laissée par l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qu'il a appelé archétype. Alors, je ne suis pas une spécialiste du grec, mais archétype, ça veut dire trace dans la cire. Donc, ça veut dire qu'il y aurait à l'intérieur de notre psyché, dans notre propre inconscient, des traces, des potentiels énergétiques qui vont venir s'exprimer dans notre propre vécu.
Et c'est pour ça que on parle d'archétypes. À la limite, l'archétype, il y en a très peu des archétypes. Il y en a 5 ou 6, pas plus, parce que ce sont des traces tellement primordiales qu'elle, Jung disait, en parlant du réceptacle de ces archétypes, il a parlé de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est la boîte à l'intérieur de laquelle chacun aurait ces traces primordiales. Et donc, ça, c'est les traces primordiales. Et quand on parle de l'expression de ces traces primordiales, on parle d'image archétypale. C'est-à-dire que l'archétype, c'est la structure primordiale qui, à la limite, n'a pas de forme. Hein, ça n'est qu'un potentiel énergétique. Et quand elle prend une forme, ça prend une forme particulière. Et par exemple, toute la mythologie va pouvoir arriver, toutes les déesses, tous les dieux, tout ce qui est présent dans la mythologie, c'est la forme que prendrait, je reste au conditionnel, hein, la forme que prendraient ces énergies primordiales pour s'exprimer. Et donc les peuples ont utilisé tout ça pour exprimer ces images archétypales. Alors on pourra arriver après à la deuxième idée, à quoi ça servait d'exprimer ces images. Voilà, est-ce que j'ai été claire par rapport à la définition de l'archétype? Oui, oui, très clair. Merci Marie-Agnès. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant l'étymologie parce que tu vois, effectivement, tu poses, c'est l'empreinte. C'est l'empreinte, alors pas forcément dans la cire, mais en tout cas dans un matériel qui est malléable, tu vois, finalement comme la nature humaine, hein, bien sûr. Et puis arché, ça signifie effectivement le commencement, d'où empreinte originelle, mais c'est aussi le commandement, tu vois, c'est ce qui est en premier. Donc finalement, il y a ces deux idées, à la fois d'empreinte originelle et d'empreinte qui nous commande en étant originelle au-delà de nous-mêmes. C'est intéressant, hein? Oui, alors merci de ces précisions. Si tu veux, tu as cité un mot qui est très puissant, c'est qui nous commande. C'est ça. Et dans l'idée de l'archétype ou de l'image archétypale, nous aurions des espèces de forces intérieures qui pourraient nous commander. Alors, tout de suite, il faut dire une chose très, très fondamentale par rapport à l'archétype et à l'image archétypale. Nous les humains, nous sommes dans un énorme bain de dualité. Et toutes les images archétypales, elles sont bifaces. C'est-à-dire qu'elles ont une face lumière, on pourrait dire, et une face ombre, voire une face sombre. Et quand tu as prononcé le mot commande, c'est un mot très précieux parce que ça veut dire qu'elles peuvent nous commander par rapport à leur face lumineuse et auquel cas nous amener dans la vie que des choses qui pourraient être bonnes pour nous, mais elles peuvent aussi nous commander en irradiant la face plus sombre. Et là, effectivement, quand elles irradient la face plus sombre, c'est beaucoup moins rigolo. Mais toutes les images archétypales, elles ont ces deux potentiels lumière et ombre qui peuvent alternativement nous commander, prendre quelque part le pas sur ce que nous sommes et nous emmener là où on n'a pas forcément la maîtrise suffisante pour se laisser emmener. Marie, est-ce que tu as des questions à poser à Marie-Agnès par rapport à ton travail? En fait, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé de l'inconscient, des barrières, etc. Voilà, des choses qui venaient, qui se transmettaient comme ça, de barrières poreuses, etc. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que je suis pas sûre que ce soit hyper clair dans la tête de tout le monde, ces histoires d'inconscient, parce que mine de rien, ok, ces archétypes, ils nous commandent, mais d'où ça vient? Oui. Voilà. Alors, je vais réexpliquer un petit peu ce qu'on avait évoqué quand on s'était vu. Alors tout ça, c'est des hypothèses. Hein. Je ne prétends pas apporter une vérité universelle, surtout pas. Moi, c'est un petit peu la vision que j'ai des choses. Et comme de manière opérationnelle, je m'en sers et j'allais dire ça marche, je vais vous présenter la vision que j'ai. D'ailleurs, je suis pas la seule à l'avoir, mais bon. Alors, on peut dire que si tu veux, reprenons le bébé qui arrive. Hein. Le bébé qui arrive,
il y a une première boîte qui est bien connue, que nous connaissons tous. D'ailleurs, on s'imagine tous que c'est presque la seule boîte que nous ayons. Ça s'appelle le conscient. Première boîte, si on s'amuse à imaginer notre esprit, alors je ne sais pas où on peut le mettre, l'esprit, on va imaginer qu'il est dans la tête, mais il est peut-être totalement ailleurs, on s'en fout. Hein. Donc, on va dire déjà, il y a une première boîte qui est bien connue, c'est la boîte du conscient. Et là, quand je vous parle, je pense qu'il y a vraisemblablement 40 à 50% de ce que j'exprime qui est issu de cette boîte de mon conscient. Mon conscient, c'est quoi? C'est mes expressions, ma réflexion, comment j'agis. Voilà, ça c'est tout ce qui passe par le filtre de je suis en train de vous parler, donc j'ai conscience que je vous parle, j'ai conscience que je vis, je sens mon corps, je vous vois. Voilà, ça c'est le conscient. Okay. Ce conscient-là, on va dire que quand le bébé est né, il n'y a pas beaucoup d'expérience et ce conscient, il se construit avec l'expérience. La connaissance, les sens, toute la sensorialité, toute la réflexion, toute la connaissance. Alors on va imaginer que quand le bébé arrive, cette boîte, elle est pas vraiment, elle est presque vide. Bon, il a effectivement déjà 9 mois d'expérience à l'intérieur du ventre de sa mère, mais il n'y a pas grand-chose dans cette boîte. Donc cette boîte, elle va se remplir à mesure que le bébé, le jeune enfant, va avoir des expériences. Donc ça va lui construire des expériences et il va faire des expériences et ces expériences vont remplir cette boîte de conscience. Okay. Okay. À côté, il y a une autre boîte, hein, c'est aussi une hypothèse, il y a une autre boîte à laquelle on a donné la notion d'inconscient. Donc, cette autre boîte, on pourrait la partager en 3 sous-boîtes. Il y aurait l'inconscient personnel, l'inconscient familial et l'inconscient collectif. On peut imaginer la boîte, dans un premier temps, de l'inconscient personnel. L'inconscient personnel, c'est à peu près ce que Freud a très bien défini. C'est une boîte dans laquelle toutes mes expériences conscientes, que quelque part je ne peux pas supporter parce qu'elles me font trop souffrir, je les balance, pardonnez-moi l'expression triviale, je m'en débarrasse, je les oublie, je les renie. L'énergie des expériences qui m'ont occasionné de la souffrance, je ne peux pas les garder parce que c'est trop abominable. Donc c'est génial que j'ai une boîte dans laquelle je puisse les ranger, pour pas dire m'en débarrasser. Alors ça, cette première boîte, c'est l'inconscient personnel. Donc, à la naissance, notre petit bébé, il n'a pas vécu grand-chose. Donc, cette boîte, j'espère pour lui d'ailleurs qu'il n'a pas eu besoin de jeter des trucs dans sa vie intra-utérine, cette boîte de l'inconscient personnel, elle est vide. Donc, à mesure que l'enfant va grandir, il va envoyer des trucs là-dedans. Bon, ok. On verra après en quoi c'est intéressant d'aller les rechercher à un moment ou à un autre. Donc, ça, c'est toutes les problématiques des premières névroses, si on peut dire. Prenons les 2 autres boîtes, les 2 autres sous-boîtes de l'inconscient. Et là, on a fait quelques avancées théoriques depuis Freud. Et on se dit que finalement, dans ces 2 boîtes, il y a peut-être des choses quand l'enfant naît. Il y a la vie de sa lignée familiale, et on a quand même suffisamment de preuves aujourd'hui que la lignée familiale peut avoir une incidence sur ma personnalité d'aujourd'hui. Donc, on fait l'hypothèse que la lignée familiale, comme elle donne quelque chose au niveau ADN corporel, elle peut, sur une espèce de forme d'ADN psychique, laisser des traces. Et le fait que mon arrière-grand-père, je sais pas quoi, a été dans un camp à Auschwitz ou quelque chose comme ça, ou que j'ai un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère qui a subi des sévices affreux, ou qui a au contraire fait souffrir à des gens. Bah, bref, ça va peut-être exister quelque part dans ma lignée. Bon, donc l'inconscient familial, dans des merveilleuses choses aussi, je parle des choses terribles là, hein, mais peut-être mon inconscient familial va avoir laissé des traces. Donc, il y a quelque chose quand je nais dans cet inconscient familial. Okay. Et puis maintenant, on va parler de l'inconscient collectif, qui est encore plus
plus ancien que l'histoire de ma propre lignée. Et là, il s'agit de l'histoire de l'humanité. Et comme tu l'expliquais fort bien tout à l'heure, l'histoire de l'humanité qu'a laissé une empreinte. Et qu'a laissé une empreinte encore plus archaïque. Donc, on a notre conscient et ces 3 boîtes. Et il est clair que entre le conscient et les 3 boîtes, il y a des parois, plus ou moins épaisses. Il va y avoir une paroi relativement mince, c'est des images tout ça. Il va y avoir une paroi relativement mince entre le conscient et l'inconscient personnel, une paroi peut-être un petit peu plus épaisse entre le conscient et l'inconscient familial, et j'allais dire heureusement, une paroi encore plus épaisse entre mon conscient et l'inconscient collectif. Pourquoi ça? Parce qu'imaginez que des images archétypales assez brutes, d'une violence inouïe, arrivent dans mon conscient, je n'ai pas les moyens de faire quoi que ce soit avec ce truc-là que d'être possédé par ces énergies-là. Donc, le passage est quasi impossible, non, difficile. Alors, c'est à la fois une heureuse chose, parce que ces boîtes ne vont pas faire irruption, au moins l'inconscient collectif, va pas forcément faire irruption de manière impromptue pour me rendre folle, heureusement, mais en même temps, ça va m'influencer. Donc, toute l'astuce en thérapie, c'est d'aider la personne avec le processus de délicatesse possible pour pouvoir elle-même aller chercher dans ses boîtes ce qui est nécessaire pour qu'elle aille mieux. Parce que si je vais pas bien, c'est que quelque part, il y a dans ces boîtes des trucs qui m'empêchent d'aller bien. Est-ce que j'ai été claire, Marie? Oui, oui, tout à fait. C'est très, très clair. Alors, tout ça, c'est des images, hein? Bon. Bien entendu. Mais du coup, ça me fait... Enfin, du coup, je me pose la question à savoir à quoi ça sert l'inconscient collectif. Parce que tout ce qui est personnel, ok, c'est par rapport à moi, etc. Mais alors, l'inconscient collectif, s'il est si nocif, entre guillemets, que ça, à quoi il sert? À quoi il sert? Ah oui. Enfin, attendez, quoi il sert? Je vais essayer d'être claire. Il est là. Il est là, oui. Il est là. C'est-à-dire que nous sommes des humains, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, hein, mais nous avons eu avant nous des lignées et des lignées qui ont rempli la boîte. Donc on n'y peut rien. Dans la mesure où on a, on ressemble pas aux australopithèques, hein, on a hérité des australopithèques leur capacité à se mouvoir, ils ont créé le langage, peu à peu on en a hérité, et je pense que toute l'humanité a créé un espèce de résiduel psychique énergétique dont on porte tous un petit bout. Je sais pas si je suis claire. Oui, alors, voilà. Alors après, on verra à quoi ça sert, mais de toute façon, on n'y peut rien. C'est là, ce truc-là. C'est là, ce truc-là. Ah, oui. Ce serait comme un stock d'informations, en fait, dont on est l'héritier. Nous sommes les héritiers. Alors, quand tu prononces le mot information, je dis bravo. C'est un stock d'informations dont on est les héritiers. Alors, on peut imaginer, mais là, c'est des conjectures, hein. On peut imaginer qu'il y a quelque part la somme globale de ces informations et on en est porteur chacun d'un petit bout. Mais c'est effectivement un stock d'informations. Je suis bien d'accord avec ça. C'est bien l'idée. C'est un stock d'informations. Et du coup, je reformule ma question. Comment bien s'en servir, du coup? Oui. Alors, Jung avait une pensée qui est très intéressante et qui dit bien les choses. Il disait, un humain est abouti quand il a conscientisé tout son inconscient. Bon, alors c'est une formule un peu lapidaire, mais ça veut dire par là que dans ce stock d'informations, si je veux pouvoir les utiliser à bon escient, il faut que j'ai réussi à leur faire passer la barrière
de manière souple. Mm. Il y a une hypothèse, si tu veux, il y a une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais que quand nous sommes enclins à la folie, c'est que la barrière s'est soulevée malgré nous et qu'on est submergé par ces informations et l'énergie trop puissante avec laquelle elles passent. C'est une hypothèse. Hein. Oui. Je ne sais pas si je réponds, Marie, à ta question. Si, si, bien sûr. Moi, je trouve très clair ce que tu dis, donc c'est super. Tu sais, il y a des fois des gens, c'est très troublant, il y a des fois des gens qui commettent des actes un peu extraordinaires, hélas, en général, dans les deux sens. Il y a des fois des actes formidables et puis il y a des actes qui sont moins formidables. Et on parle plutôt des actes moins formidables. Et la personne dit, mais je vais tuer cette personne-là, mais ça n'était pas moi. Mm. Bon. Et ça reflète un petit peu cette idée. C'est-à-dire, c'est bien évidemment eux qui l'ont tué, pas le voisin. Mais ils étaient à ce moment-là possédés par un truc qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Donc ça, c'est le cas extrême, tu vois. Et c'est un petit peu cette idée qui nous fait toucher du doigt que ça serait quand même bien qu'on sache un peu ce qui est dans ces espèces de boîtes pour pas risquer d'en être trop les victimes quand elles sortent à notre insu. Enfin, c'est ça, tu vois. Oui, c'est pas nous qui avons le dessus sur elles. Enfin, on peut pas les maîtriser elles, mais les connaître un peu plus pour pouvoir les reconnaître et dire Mayday, Mayday, si jamais. Ouais, exactement. Si tu veux, c'est ça l'idée d'avoir un espèce de moi. Alors nous, les psychos, on appelle ça le moi, tu vois. Bon, c'est notre jargon. Mais si tu as un moi solide, si tu as un moi relativement solide, tu dis, oh là là, je t'ai reconnu, toi, s'il te plaît, je t'ai reconnu, tu vois. Et si tu as une structure personnelle suffisamment solide, tu vas pouvoir, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, j'ai adoré, c'est un peu comme les mushers, tu sais, ces conducteurs de chiens de traîneau, tu vois. Bon, eh ben, ils ont quand même les rênes de leur machin et ils savent très bien qu'ils ont des chiens qui sont extrêmement énergétiques, extrêmement puissants. Mais tant qu'ils tiennent les rênes et qu'ils tiennent leur pulka, là, hein, bah, ils vont droit. S'ils laissent les chiens aller tout seuls, bah, ils peuvent aller pas droit du tout. Hein. C'est un peu une image. Et du coup, toi, comment tu utilises ça dans ta thérapie? Enfin, comment du coup, est-ce que tu... Oui, Odile? Oui, disons, je pense que ce que tu veux dire, Marie, c'est quels sont les outils que tu utilises pour faire dialoguer ce champ conscient et ce champ inconscient? Oui. Exactement ça, merci. Absolument. Alors, moi, j'ai deux outils que je conjugue pour n'en faire qu'un, mais je vais quand même vous donner des détails sur les deux outils. Il y a un premier outil qui est hérité de toute la dynamique de Jung, qui a été un petit peu protocolisé par deux psychologues américains qui s'appellent les Stone. Et cet outil s'appelle le dialogue intérieur. Et cet outil dialogue intérieur part d'un principe, d'ailleurs, qui est bien avant Jung, c'est Pierre Janet le premier qui a dit ça, c'est-à-dire que notre psyché, elle est plurifacette. On a plein de facettes psychologiques à l'intérieur de nous. Et ce dispositif de dialogue intérieur, c'est de permettre à la personne de mettre en scène les énergies psychiques qui le composent. Et sans rentrer trop dans les détails, si tu veux, en général, on travaille, dans un premier temps, on travaille à partir d'une posture assez consciente. Et l'idée, c'est de renforcer la structure du moi de la personne, pour que la personne devienne de plus en plus solide elle-même. Et donc, on part d'une question, quelle qu'elle soit, qui amène la personne à une espèce de dualité. Je sens que j'ai envie de faire ça, et en même temps, j'ai envie de faire ça. Et on est tous, effectivement, dans le courant de la vie, face à des moments où on dit mais j'ai envie et en même temps j'ai pas envie. Je veux pas, il serait bien que je fasse, etc. Et là on dit à la personne, mais c'est très très intéressant. Celui qui a envie là, il dirait quoi? Et on demande à la personne de se déplacer et d'accueillir dans l'espace l'instance qui aurait envie de faire quelque chose. Et
on amplifie cette énergie jusqu'à ce qu'elle exprime tout ce qu'elle a envie de dire dans une espèce de dissociation volontaire de la personne. Donc, on lui permet de se dissocier d'une de ses instances psychiques et de la pousser à bout pour comprendre ce qu'elle veut dire. On revient à la personne, parce qu'il s'agit, après avoir dissocié, de réassocier. Et puis, on va faire un tour peut-être d'un autre côté pour que l'autre énergie en question s'exprime et revienne. Donc, si tu veux, le dialogue intérieur, c'est forcer une dissociation consciente pour permettre à la personne de voir les énergies psychiques qui la composent. Et tu vois que là, on commence à conscientiser son inconscient personnel. Et en général, ce qui apparaît dans cette première séance de dialogue intérieur, c'est issu de l'inconscient personnel. Parce qu'on reste dans un environnement très conscient. Donc, l'outil dialogue intérieur, dans un premier temps, permet d'aller puiser dans l'inconscient personnel en donnant la parole, l'expression à des instances psychiques. Et moi, je pousse les choses un peu plus loin en introduisant l'hypnose. C'est-à-dire qu'avec l'hypnose, on va chercher au-delà de l'inconscient personnel. On va chercher dans l'inconscient familial. Et quand on pousse un peu l'état hypnotique, on remonte des images archétypales. Donc, si tu veux, moi, je mixte la dissociation pour aller au-devant d'énergie psychique avec des filets de sécurité bien posés pour que la personne, quoi qu'il arrive, puisse se réassocier. Et on va donc, grâce au dialogue intérieur, aller chercher des instances psychiques et grâce à l'hypnose, de pousser, parce que derrière ces instances psychiques, il y a effectivement des contenus archétypaux. Et quand la personne vit ces contenus archétypaux, qu'elle arrive à ressentir leur énergie, elle peut les faire siennes, ou du moins en reconnaître les éléments pour ne plus en être la victime. Voilà. Donc, c'est les outils que j'utilise. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, super clair. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Alors, tu sais, dans la mythologie grecque, Hypnos, le dieu Hypnos, qui a donné l'hypnose, du coup, tu sais, c'est le dieu du sommeil. Oui. Et du coup, ça signifie finalement que l'hypnose permet d'accéder à des parties de nous qui sont comme ensommeillées et de les réveiller. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, on peut dire, c'est très intéressant ce que tu dis. On pourrait dire ça, et on peut aussi dire autre chose, c'est-à-dire que l'hypnose nous met dans un espèce d'état de sommeil par rapport à nos énergies de contrôle. Tu vois ? Parce que si c'est génial qu'on ait des énergies de contrôle qui font que les barrières dont je parlais tout à l'heure sont relativement étanches. Donc ça, c'est génial d'avoir ces barrières de contrôle parce que sinon, tout ça surgirait et on serait tous un peu dérangés. Okay. Mais l'inconvénient de ce dispositif, c'est que comme les barrières de contrôle, elles font leur boulot, elles contrôlent tout. Hein, on pourrait se raconter des trucs, hein, on a des tas de soucis les uns et les autres parce qu'on surcontrôle. Bon, donc qu'est-ce que fait l'hypnose ? Elle met un peu en sommeil les barrières de contrôle en disant « t'inquiète pas Coco, continue de contrôler la situation, mais lâche un peu. Tu permets qu'on ouvre un petit peu les vannes. » Donc, l'hypnose permet de mettre un peu en sommeil ces barrières de contrôle et de faire que des énergies vont se glisser sous la porte. Hein, voilà. Et l'hypnose sert à ça, en fait. Enfin, et donc, du coup, la référence au Dieu est tout à fait justifiée. C'est un vrai faux sommeil parce que l'hypnose, c'est pas le sommeil. C'est, tu es là, la personne est là et pas là en même temps. C'est-à-dire qu'elle est à la fois dans son conscient et dans son inconscient. Mais ça s'apparente quand même un peu à une forme de sommeil. Donc la référence au Dieu est très pertinente. Oui, alors c'est très intéressant parce que dans la mythologie aussi, Hypnos, c'est le frère de Thanatos, la mort, tu vois. Donc c'est en même temps des parties de soi ou qui sont mortes qu'on
réveil ou alors cette partie contrôlante qu'on tend un petit peu à faire disparaître. Et c'est aussi le frère des rêves. Tu utilises les rêves, toi, du coup, Marie-Agnès? Alors, je reviens sur Thanatos, c'est vraiment intéressant que tu dis ça, parce que tout ce que tu as dit est très juste, et moi j'adore l'idée, comment dirais-je, si tu veux, pour moi, dans le travail que je fais, le symbole de la vie et de la mort sont totalement liés. Tu as effectivement la dualité vie-mort. Et nous, les humains, la dualité vie-mort, c'est un truc épouvantable. Hein, pour nous, si on n'est pas vivant, on est mort, et quand on est mort, c'est catastrophique. Et il y a une autre idée derrière la vie et la mort, c'est qu'est-ce que je lâche pour retrouver autre chose? Qu'est-ce que j'ose abandonner pour que quelque chose d'autre naisse? Et donc, faire référence à Thanatos me paraît génial. Parce que si tu veux, si on le dépoussière de notre angoisse de la mort, qui est bien légitime, si tu veux, c'est ce cycle vie, mort, vie. Si tu veux, c'est comme les cellules de notre corps. Il en meurt des foultitudes tous les jours, ce qui permet à d'autres cellules de naître. Donc, psychiquement, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je vais accepter de laisser mourir pour que quelque chose de nouveau naisse? Tu vois, nouveau-né. Bref. Et donc, ce cycle vie, mort, vie, et hypnose, Thanatos, bien sûr, génial comme référent, hein. Génial. Alors, tu parlais des rêves. Alors, les rêves, on peut faire l'hypothèse que les rêves, c'est du matériel inconscient qui débarque. Évidemment, évidemment. Pourquoi on peut faire l'hypothèse que c'est du matériel inconscient qui débarque? Parce qu'il n'y a aucune logique dans les rêves. Et la logique, c'est le truc du conscient. Oui. C'est la rigueur, c'est l'intelligence, c'est la capacité discursive. Le rêve, il t'amène des trucs invraisemblables dans un imaginaire absolument débordant. Alors, ok, les rêves, on dit, c'est pur produit de l'inconscient. Une fois qu'on a dit ça, on est quand même bien embêté. J'ai failli prononcer un mot plus indélicat. Parce que c'est le problème du décodage. Oui. Ok. Voilà. Alors, c'est un produit de l'inconscient, mais il faut le décoder. Alors, c'est là, effectivement, que les références mythologiques, toutes ces images sont précieuses. Parce que souvent, les rêves, enfin, comment dire, les rêves, ça parle pas en mots. Oui. Le langage de l'inconscient, c'est un langage qui est extrêmement différent du conscient. L'inconscient n'a pas la notion du temps. Le temps, ça fait partie du conscient. Donc, l'inconscient, ça n'a pas la notion du temps, ça n'a pas la notion d'espace, ça ne parle pas avec des langues, ça ne parle qu'en images, ça ne parle qu'en métaphores, ça ne parle qu'en... Voilà. Donc, on prend les images des rêves et on essaye de les mettre dans des dictionnaires de métaphores. Alors, il y a des dictionnaires de métaphores généralisés, ça vaut ce que ça vaut. Ce qui est intéressant aussi, c'est de croiser les dictionnaires des métaphores avec le dictionnaire intérieur de la personne. Rêver d'une tortue, effectivement, ça peut vouloir dire l'éternité. Mais ça peut peut-être pour la personne vouloir dire tout à fait autre chose, parce que pour la personne, une tortue, c'est quelque chose d'autre. Voilà, un petit peu. Mais les rêves, c'est un matériel fabuleux. Fabuleux. Alors, dans la perspective jungienne, chaque personnage du rêve représente une partie psychique. C'est-à-dire que si tu as ton oncle, c'est pas ton oncle. C'est une partie de toi que ton inconscient a figuré avec ton oncle. Si tu rêves d'un loup, c'est une énergie intérieure à toi à qui tu as donné l'image du loup, etc., etc. Passionnant, les rêves. Pas facile, mais passionnant. Oui, le langage symbolique est passionnant, hein. Ça, c'est une splendeur. Donc, on est complètement... Alors, le langage symbolique, le langage métaphorique, c'est du langage inconscient. C'est pour ça qu'en hypnose, on utilise énormément des métaphores. On utilise des métaphores, on utilise un langage complètement vide. Si tu veux, le langage de l'hypnose, c'est un langage vide. Si tu veux, c'est des boîtes qu'on propose à la personne pour qu'elle mette ce qu'elle veut dedans.
Moins c'est précis, mieux ça vaut. Comme ça, si tu veux, la personne, elle met ce qu'elle veut là-dedans et tu l'embarques dans des métaphores. C'est l'inverse du conscient. Oui. Et du coup, ta méthode soufflez vos mots, tu utilises le souffle, j'imagine, tu utilises la respiration? Oui. Alors, soufflez vos mots, c'est une, comment dirais-je, une méthode qui m'est venue par la pratique. Bon, comment moi je permets aux personnes d'entrer en état hypnotique? Très vite, j'ai compris. Quand on m'a appris, quand j'ai fait mes études d'hypnose, parmi le cursus des études d'hypnose, il y a ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Bon. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose d'absolument génial. C'est le lien, qui n'est pas nouveau d'ailleurs, mais que les physiologistes américains ont bien mis en exergue il y a une quarantaine d'années. C'est en quoi il y a des liens très étroits entre la respiration, le cœur et toutes les fonctions organiques. Sans rentrer dans les détails, on va faire court. Il s'agit de mettre les gens dans un rythme respiratoire qui permet au cœur d'avoir un rythme extrêmement régulier. Et quand le cœur a un rythme extrêmement régulier, il harmonise toutes les fonctions vitales à travers la synchronie de deux systèmes neurovégétatifs qui s'appellent le sympathique et le parasympathique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On focalise, moi ce que je fais, ce qui correspond à la respiration de la cohérence cardiaque, on demande aux gens de se focaliser sur leur rythme respiratoire. Et on leur dit, par exemple, vous allez tranquillement respirer, inspirer sur 5 secondes, et souffler sur 5 secondes. Et ça pendant 5 minutes. Quand on fait ça, on est en train de donner une tâche au conscient qui lui fait croire qu'il contrôle la situation. On dit au conscient, attention, t'es bien là, hein? Tu vas aider à ce que j'inspire pendant 5 secondes et souffler pendant 5 secondes. Votre sourire me fait dire que vous m'avez vu arriver avec mes gros sabots. On dit au conscient, vas-y, bosse petit. Pendant qu'il bosse, pouf! La ruse! La ruse! On ruse avec le conscient. Et donc, pendant que la personne se met à très tranquillement respirer, son corps s'apaise. Ses tensions s'apaisent. Plus de stress. L'inconscient commence à pouvoir pointer. Le conscient lâche un peu l'affaire. Ouais, aubaine, on y va. Donc moi, depuis des années, je fais rentrer les personnes en état hypnotique en respirant. Une fois qu'ils ont respiré pendant 5 minutes, ils sont apaisés et leur inconscient commence à pointer du nez. Alors je leur dis, c'est pas compliqué. Puisque vous êtes maintenant en état de repos, plutôt que de compter, vous allez utiliser la suggestion positive mentale. Donc, on associe 3 choses que j'ai pas inventées, hein. L'hypnose, la cohérence cardiaque et la suggestion positive mentale. Et on profite de l'équilibre corps-esprit, c'est-à-dire que on sait plus qui agit sur qui, mais le corps et l'esprit sont parfaitement en synergie. Et on en profite puisqu'on est parfaitement en ouverture de l'inconscient, parfaitement relaxé au niveau du corps. C'est le moment. Et donc, on va se déprogrammer des trucs et se reprogrammer des trucs. Donc, la méthode soufflez vos mots, c'est s'envoyer des messages positifs pour se reprogrammer des conduites positives qui vont être entendues par un corps relaxé et un inconscient qui a ouvert le vasistas. C'est ça la méthode soufflez vos mots. Que je suis claire. C'est une méthode très douce, alors, du coup, Marie-Agnès. Archi douce. Archi douce. C'est très rigolo, parce qu'on se prépare des formules. Bon, alors c'est archi douce, archi doux. On peut faire ça tout seul. On est autonome. On est corporellement dans un état très bien. Et on s'envoie des messages positifs. C'est archi doux. Ça ne peut faire que du bien. Ça ne peut faire que du bien. Et on est effectivement lié. Moi, vraiment, j'ai un grand credo dont je vous ai pas encore parlé. C'est il n'y a pas de changement durable
si le corps et l'esprit ne sont pas parfaitement, tous les deux, en train de bosser. Comprendre est une chose, c'est merveilleux, mais ça suffit pas. Il faut que ce soit intégré par le corps. Tant que c'est pas intégré par le corps, ça marche pas. Donc toutes les techniques qui associent corps et esprit ont des chances de marcher. Et du coup, tu l'enseignes, cette technique, puisque tu dis qu'on peut l'utiliser, etc. Il y a ton livre, mais sinon, tu fais des stages, des choses comme ça pour l'enseigner? Absolument. Alors, on est avec Julie, avec qui je travaille, hein, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est symbole, image archétypale, toute la composante de votre travail à vous, hein, autour de ces images fabuleuses que sont les déesses et les dieux, etc., etc. Donc, on travaille toutes les deux là-dessus. Et donc, on est en train de structurer, on pourrait appeler ça une espèce d'école, hein, une espèce d'école pour aller bien, hein, dans laquelle on fait des journées. Vous fait rigoler. Bah oui. On n'est pas toujours bien à l'école. Pas mal, c'est l'école où on va bien. Voilà, c'est l'école pour se faire du bien. Et quand on s'est fait du bien, c'est l'école pour être mieux avec les autres. Tu vois, premier temps, je vais mieux avec moi. Hein, c'est plus souple à l'intérieur de moi. Donc deuxième temps, ça va être vachement plus facile avec les autres. Bon, donc on est en train de bien, enfin de commencer à bien structurer et on fait des journées thématiques. Alors on a par exemple une journée qui s'appelle Soufflez vos mots. On a une journée qui s'appelle Dépasser la dualité. On a une journée qui s'appelle avec Julie, si tu veux, de booster votre puissance féminine, enfin etc. avec des images de déesses, etc., etc. Et alors il y a une image aussi où on ne fait que une journée où on ne fait que du dialogue intérieur qui s'appelle Dialoguer avec soi. J'en ai fait une il y a 10 jours, c'était fracassant. Et il me semble aussi que vous organisez toutes les deux une journée sur l'orientation pour les jeunes. Alors oui, c'est un autre aspect. On a effectivement, alors c'est un tout petit peu parallèle à cette dont je vous parlais, hein, mais l'idée d'aller bien avec soi, c'est l'idée aussi d'être bien dans son métier. Bon. C'est ça. Et on s'est aperçu, d'ailleurs, j'avais cet après-midi une petite jeune fille avec qui on a fait un travail fabuleux, ça a été pour elle une révélation. L'idée que le choix d'un métier doit correspondre d'abord à toute une intensité de motivation personnelle. Et que c'est ces motivations qu'il faut que la personne ait bien reconnues. Et avant de choisir un métier, avant de choisir une filière, il faut être très clair par rapport à nos préférences, à nos motivations. Et là, nous, on a deux outils. D'ailleurs, il y a un outil jungien qui est archi connu, qui s'appelle le MBTI, hein, qui est un outil sur la typologie jungienne. Et là, on l'utilise beaucoup avec les adultes. Et il y a eu d'autres, cet outil a été transformé et amélioré par des tas de spécialistes, hein, donc il n'y a pas que celui-là qui existe, mais c'est les typologies jungiennes à la base. Et il y a un autre outil formidable avec lequel on fait de l'orientation de jeunes, c'est la typologie de John Holland, qui était un orienteur américain, qui je crois est décédé maintenant, et c'est une typologie extrêmement puissante pour les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, hein, où on nous explique, on prend bien la mesure de ce qui nous anime, de ce qu'on a envie de faire, et après choisir un métier, ça devient facile. Voilà, donc on travaille aussi, moi j'aime bien quand on aide les gens à être mieux dans leur métier. Alors les jeunes à choisir leur filière de formation, et ceux qui sont déjà dans des métiers, d'être plus à l'aise et éventuellement de bouger. Il me vient la citation de quelqu'un, je ne sais pas si je l'ai rencontré ou si je l'ai lu, mais j'adore cette citation. Il y a un monsieur qui a dit un jour, j'ai fait toute ma vie des choses passionnantes qui ne m'intéressaient pas. J'adore, tu vois. Et donc, c'est tellement mieux de faire des choses passionnantes qui nous intéressent. Oui, et pour ça, il faut se connaître soi, justement. Ah ben il y en a un petit jeune là, hein, qui s'appelait Socrate Platon, hein, il a dit ça il y a quelques jours, hein, un petit jeune qui monte là, hein. Le connais-toi toi-même, excusez. Bon. Oui. Hein, bon. On n'a rien inventé, hein. Non, c'est sûr. Mais on a beaucoup perdu. Oui, bah oui. Oui et non. Moi je trouve qu'il y a aujourd'hui une soif des personnes à se connaître, à évoluer, à se développer, moi qui me rend enthousiaste. Oui, aujourd'hui, c'est sûr.
Vraiment, vraiment. Hein. Marie, est-ce que tu as d'autres questions à poser à Marie-Agnès? Ben, je pense qu'elle m'a donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Tu veux ajouter quelque chose, Marie-Agnès? Moi, je peux ajouter plein de choses, hein, ça peut durer des heures. Si peut-être par rapport à ce qu'on pourrait discuter un petit peu avec vous, qui êtes des grands spécialistes quand même de la mythologie, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est peut-être de voir peut-être l'évolution des images archétypales, en discuter avec vous en fonction. Tu vois, tu parlais tout à l'heure tu parlais de Thanatos, tu parlais d'hypnose, des choses comme ça. Ça serait peut-être intéressant, mais bon, peut-être pour une autre fois, parce que vous avez une connaissance tout à fait fine de ces affaires-là, et c'est vraiment intéressant d'en parler. Oui, Mais bon, ça c'est-à-dire peut être que une autre fois, hein. nous, en fait, on travaille beaucoup sur la mythologie de l'origine, justement, tu vois, sur vraiment les textes premiers qui sont d'ailleurs même préclassiques, parce que ce qu'on remarque, si tu veux, c'est que, enfin, à la base, les mythes sont censés évoluer. Tu vois, Oui, c'est censé être en constante évolution puisque chacun est censé justement s'approprier ces archétypes primordiaux en les intégrant finalement dans l'espace-temps dans lequel il vit. Et ce qu'on a remarqué, c'est que petit à petit, au fur et à mesure, tu sais, au départ, la mythologie était orale. Et puis ensuite, les choses se sont fixées, oui, notamment avec l'écrit, bon, qui a été évidemment indispensable à notre évolution, hein. Mais les choses se sont vraiment fixées. Et finalement, les archétypes sont devenus, et certains récits mythologiques sont presque devenus des stéréotypes, tu vois. oui. Donc, nous, on établit vraiment une distinction entre ce qui est de l'ordre de l'archétype et ce qui est de l'ordre du stéréotype, où on retrouve tupos, du coup, l'empreinte. Mais Oui. au lieu d'avoir arché, on a stéréos qui signifie dur, solide, et qui montre une espèce comme ça de psychorigidité. Ça nous intéresse beaucoup, justement, de voir comment, à certains moments de l'histoire, la mythologie, enfin les textes en tout cas mythologiques, ont fixé certaines images archétypales, tu dirais toi, mythologiques originelles, qui n'ont plus évolué. Oui. Et je crois que dans notre inconscient collectif, ça nous a coincés quelque part. Oui. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça me plaît bien que vous, qui êtes les spécialistes, vous disiez ça. Parce que, si tu veux, comment dirais-je, de mon point de vue, les structures sociales sont forcément rigidifiantes. Tout à fait. L'individu qui est porteur de trop de différences, d'un différentiel trop fort par rapport à ce qui est véhiculé consciemment ou inconsciemment par la structure sociale est gênant. Donc, les structures sociales, à mon avis, et ça c'est dramatique, les structures sociales ont tendance à figer les choses. Je vais donner un exemple qui va peut-être m'attirer les foudres, mais c'est pas très grave, je vais vous le donner quand même. C'est par exemple l'image archétypale de Marie. L'image archétypale de Marie a été figée dans sa posture lumineuse. C'est-à-dire qu'à l'origine, si on remonte très loin, vous allez me dire si je dis des sottises, hein, on est quand même à l'origine la déesse primordiale, la terre-mère, hein, qui avait la face sombre et la face lumineuse. Je donne la vie et je suis capable de la reprendre. Hein. Je ne vais pas vous faire l'affront de dire des choses que vous connaissez 1000 fois mieux que moi, mais toutes les déesses antiques, elles étaient à la fois donneuses de vie, donneuses de mort. Et ça permettait effectivement de balancer et d'avoir deux identifications possibles. L'histoire a fait que l'image archétypale de Marie n'a plus que le côté lumineux. Ce qui fait que je ne peux pas m'identifier à Marie, sauf à comment dirais-je, je vais peser mes mots pour encore une fois ne pas choquer des personnes dont je respecte infiniment la foi, mais l'image archétypale de Marie, moi je peux pas m'identifier à Marie, parce que Marie c'est pas une femme. Ben, c'est le problème de la perfection, si tu veux. C'est que là, il y a eu vraiment, de toute façon, même avec le judéo-christianisme,
tu vois, ce choix entre le bien et le mal, alors qu'être humain, et ça, la mythologie des origines le dit clairement, c'est être bien et mal, c'est être les deux, c'est ces deux aspects-là. Et à partir du moment où on a choisi d'éliminer le mal, donc, alors, attention, hein, messieurs, si vous écoutez, j'ai dit le mal, mais sans accent circonflexe et sans eux. Absolument, absolument. C'est pas moi qui vais pas défendre le féminin et le masculin conjugué, hein. Et voilà, donc c'est terrible parce qu'on élimine une partie de soi. Donc, je pense qu'effectivement, ce qui pour moi est un délire de perfection a causé beaucoup, beaucoup de mal. Oui. Oui, et ça nous cause énormément de mal. Alors, ça nous cause du mal à nous, les femmes, et ça en cause tout autant aux hommes. Parce que si tu veux, les hommes, ils sont pris dans une espèce de terrible affrontement avec deux images opposées complètement irréconciliables. C'est la femme pure et la femme impure. Bah, la Vierge et la putain, oui, bah oui. La putain. Et ils sont, mais c'est affreux, ils sont crucifiés et ils ont un mal fou à rentrer en contact avec une vraie femme. Je pense que toutes les trois, toutes les femmes sont des vraies femmes, hein. Et ces vraies femmes, elles ont à la fois la lumière et l'ombre. Et s'ils ne cherchent que la lumière, eh ben ils la trouvent pas. Et comme ils ont aussi envie d'aller dans l'ombre, ben ils la trouvent pas non plus. Ou alors ils font des espèces d'allers-retours. Et c'est terrible pour eux. Alors, pour nous, c'est terrible pour les femmes parce que nous, on peut pas s'identifier à la perfection. Et les hommes, ça leur fait faire des espèces d'aller-retour épouvantable où leur imaginaire est pris en otage entre des images archétypales totalement irréconciliables. Et ça, je pense que c'est l'un des grands travers de la fixité de notre culture judéo-chrétienne. Oui, tout à fait. On est assez d'accord. Alors que je pense, si tu veux, que les peuples anciens avaient plus de possibilités de résoudre leurs problèmes avec leur inconscient grâce aux images archétypales des dieux et déesses qui étaient à la fois chouettes et qui se comportaient aussi comme nous. Bien sûr, bien sûr. C'était plus facile pour eux. C'est plus difficile pour nous aujourd'hui. Et puis, tu sais, ils avaient des rites de passage. Ils évoluaient, ils pouvaient évoluer. Tu vois, quand tu parlais des déficités sociales, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, il y avait justement ces rites de passage qui permettaient d'évoluer au sein de sa propre vie et cette évolution individuelle apportait une richesse à la collectivité. Évidemment. Alors, tout le côté rituel, alors c'est vrai qu'il y a encore des rituels dans nos religions, mais je pense qu'on a, comment dirais-je, elles n'ont plus la même résonance potentiellement énergétique qu'elles avaient avant, quand on allait plus chercher dans l'inconscient collectif. Tu vois. Je pense que les rituels. Alors, aujourd'hui, on a les thérapies. Oui. Je pense qu'avant, il n'y avait pas de thérapie, il y avait des rituels. Je pense que si on a besoin d'autant de thérapie, c'est qu'on n'a pas de rituel. Et qu'est-ce que nous, on fait en thérapie? Eh ben, on réinvente les rituels. Tu vois. Et enfin, moi, dans ma pratique, hein, et ça, je suis pas la seule à faire ça, on fait inventer aux gens des rituels psychomagiques. Hein. Jodorowsky appelle ça la psychomagie, moi j'adore. Hein. Donc, on fait réinventer aux gens des rituels de passage. Donc, je pense qu'avant les rituels de passage, ils étaient sociétalement organisés, ils ont été affadis, et les gens aujourd'hui les réintroduisent. Regarde la soif qu'ont les gens pour toutes ces occasions de rituels, quoi. Bien sûr. C'est nécessaire de toute façon. On est dans une grande... Indispensable. Hein, parce que c'est la porte ouverte à toutes ces images archétypales, mais de manière soft, de manière un peu contrôlée. Tu sais, on peut se demander aussi, mais là on va peut-être au-delà de notre propos, toute l'appétence pour les drogues. Oui. Hein, on peut aussi ranger toute l'appétence pour les drogues dans cette nécessité vitale d'aller flirter avec ces mondes qui ne sont pas contrôlants, ces mondes qui ne sont pas dans la réflexion, qui sont des mondes qui nous ouvrent à des imaginaires. Alors le drame, c'est qu'effectivement, les drogues, elles peuvent amener à des méfaits corporels et organiques dramatiques. Enfin, moi, je dis, si vous voulez vous droguer, faites de l'hypnose, ça sera moins coûteux pour votre organisme et pour votre porte-monnaie.
Un petit coup de tambour, un petit coup d'hypnose, et puis hop, on part en transe. Il n'y a pas besoin ça plane salement, je peux te dire. Bon, voilà. Mais c'est sûr, enfin, tu fais des voyages en hypnose moi, je me suis jamais droguée, donc je ne vais pas faire le comparatif. Hein, mais les voyages qu'on fait en hypnose, des fois, waouh, ça vaut le coup. Hein, et tu reviens, t'es frais comme un gardon. Hein, frais comme un gardon. Et tu as gagné du matériel, des informations, donc c'est tout bénéfique. Mais oui, parce que c'est un voyage. C'est un voyage, donc les voyages, voilà, sont tellement enrichissants. À condition d'en revenir. Oui, bien sûr. Et oui, parce que là, il faut te réintégrer dans un mois ici, maintenant. Hein. On est des humains, on a des pattes, on n'est pas des oiseaux. Hein. On est ancré dans le sol, hein, on a la gravité, il ne faut pas l'oublier, ça. Et ça existe des gens qui sont vraiment, qui se sont perdus comme ça, à force de faire des voyages ou qui n'ont plus voulu redescendre justement. Bonne question. Moi, j'ai eu des patients qui n'avaient pas du tout envie de rentrer. Alors, on a tout un petit protocole, tu vois. Bon, c'est drôle parce que bon, d'habitude, on a un petit protocole pour faire rentrer les gens. Alors, on dit voilà, voilà, à partir de maintenant, vous allez vous fixer sur ma voix, machin, machin, machin. Vous allez reprendre. Vous allez reprendre une grande respiration à votre rythme, vous allez réouvrir les yeux, machin, machin. Bon, ça marche pas. On te dit, mince alors. Bon. Alors tu recommences, tu insistes un peu, tu vois. Et tu sens qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de revenir, tu vois. Donc, bien évidemment qu'on les fait revenir. Alors on insiste gentiment, parce qu'il faut surtout être extrêmement respectueux et il faut pas brusquer les gens. Et moi, des fois, je laisse le temps couler. Je dis, bon, allez, je lui donne encore 2 minutes. Puis je reviens à la charge, je lui laisse 2 minutes. Bon, bref. J'en ai jamais qui sont restés collés là-haut, hein, je peux te le dire. Là-haut ou en bas, d'ailleurs, je sais pas où ils sont. Mais quand ils reviennent de ces voyages-là, ils sont mais heureux. Heureux et ils ont une espèce de perception d'avoir augmenté quelque chose. Enfin, c'est un bonheur de les voir sortir de là. Très curieusement, d'ailleurs, les gens qui ont mal quelque part, quand ils sortent de là, ils ont plus mal nulle part. Il y a une espèce de transformation, quoi. C'est passionnant aussi, tu sais, les recherches en neurosciences sur justement les états de conscience modifiés et sur l'hypnose et de voir que effectivement c'est notre cerveau qui change de fréquence. Ah bah oui, ça a été sur des fréquences beaucoup plus larges, ce qui permet effectivement ou d'obtenir d'autres informations ou d'autres énergies, puisque l'énergie véhicule l'information, enfin bref, et de le réinvestir dans sa matière autrement. Absolument. Absolument. Alors, moi, j'aime bien parler d'ouverture de conscience et pas de conscience modifiée. Voilà, parce ouverture. À mon avis, on modifie rien, on ouvre des portes. On ouvre des portes, et tu as raison de le situer. D'ailleurs, c'est très clairement, tous les électroencéphalogrammes le montrent. Hein. Tu rentres d'abord dans ce qu'on appelle le rythme alpha, qui est une intensité électrique inférieure. Et puis, à mesure que la transe hypnotique, le rythme électrique baisse, bon, jusqu'à un certain seuil, hein, et là, on arrive effectivement en transe profonde. Et puis après, mais c'est clairement une modification de l'intensité, si je puis dire, l'intensité électrique cérébrale. Ils ont fait des tas d'examens absolument incroyables, tout à fait intéressants par rapport à ça. Ça modifie les perceptions, ça modifie la perception de la douleur, ça c'est bien connu. Hein. Ça c'est bien connu. Bah, le goût, l'odeur, tout ça, en fait, ça modifie. Ça diminue la perception de la douleur, ça augmente la perception sensorielle. Donc, au niveau des odeurs, au niveau des perceptions kinesthésiques, on s'en sert beaucoup d'ailleurs pour faire rentrer les gens en état hypnotique. Donc, ça change et les gens gagnent comme ça. Alors, ce que je pourrais dire aussi, ce qui est intéressant, moi, pourquoi j'aime l'hypnose, vous allez rigoler, c'est parce que j'y comprends rien. Voilà, voilà, parce que si vous voulez, j'y comprends rien. Vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Hein. J'y comprends rien. La personne n'y comprend rien. Et ça fonctionne. Mais ça marche. Mais ça marche. Donc, pourquoi je dis que ça me plaît? Parce que je comprends rien. Parce qu'effectivement, on a
tous les deux, lâcher le mental. Hmm. On accepte de rentrer dans un moment où on ne contrôle plus, où on n'a pas d'a priori, où on a, bien sûr, on est présent, hein, mais moi je dis j'adore parce que je comprends rien. Et si vous me connaissiez, vous ririez encore plus. Hein. C'était un modèle de puissance mentale, non pas par rapport à un niveau intellectuel, hein, rassurez-vous, mais de puissance. Donc on se dit que je comprends rien, ça a de la saveur. Hein. Je suis vraiment sérieuse. Hein. Personne ne comprend rien et ça fonctionne. Donc on est dépassé par tout ça. Et bon, alors après c'est fascinant. Après on ouvre des portes qui peuvent ouvrir sur une dimension que moi je trouve essentielle. Hein. C'est la dimension de la spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, vous m'avez bien entendu, je ne parle pas de religion. Oui, bien sûr. L'un n'étant pas incompatible de l'autre. Hein. Mais bref. Et c'est vrai que quand on ouvre là, alors c'est à la fois, comment dirais-je, c'est très troublant parce qu'on est face à des espèces de mystères qui nous dépassent. Donc c'est à la fois une posture d'une extraordinaire humilité et en même temps d'une posture d'une grandiosité incroyable. Et on est nous, les humains, là-dedans. Et ça, c'est fascinant, je trouve. Ouvrir ces portes-là, c'est fascinant. Mais oui. Bah, c'est magnifique, Marie-Agnès. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin parce que je vois que ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble déjà. On parlerait des heures encore, mais… Mon petit mot de la fin, ce serait comment dirais-je, on peut tous s'occuper de soi et on a tous besoin de s'occuper de soi. Et c'est fondamental de s'occuper de soi. Moi, je dis toujours, si vous avez un projet pour l'humanité, commencez par vous occuper de vous. Et si chacun s'occupait de soi, dans une espèce de dynamique que j'appellerais l'égoïsme éclairé, si chacun s'occupait de soi, l'humanité irait tellement mieux. Oui. Voilà, occupons-nous de nous. Et quand on est bien avec nous, eh ben on est bien avec l'autre. La première altérité avec laquelle il faut travailler, c'est notre propre altérité intérieure. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a à l'intérieur de la boutique? Quand notre boutique elle est à peu près rangée, ben on peut ouvrir les portes. C'est le mot de la fin. Super, Marie-Agnès, merci beaucoup. Ça nous plaît. Prendre soin de nous, un mari, ça nous plaît. Hein. Merci Marie. Merci beaucoup, Marie-Agnès. On mettra, merci à vous tous qui regardez la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Merci pour votre soutien. On mettra toutes tes infos, les infos de ton site, de ta page Facebook, Marie-Agnès, en dessous de la vidéo. Gros bisous à toutes les deux. Gros bisous à tous. Et à bientôt. À très bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.